La table ronde a pour titre, effectivement, et si on mettait de l'ordre. Effectivement, en discutant avec des maréchaux, on s'est dit que notre profession manquait un peu de structure, et puis donc, pourquoi pas créer un ordre en maréchalerie. C'est quelque chose qui existe notamment en Angleterre. Donc, on a constitué un panel d'invités là, et que je vais vous présenter pour parler de cette éventualité. Donc, à ma droite, donc Patricia Berville, avocate honoraire, membre du comité directeur de l'Institut du droit équin. Anne-Charlotte Furbacher, excuse-moi, vétérinaire équin et aussi diplômée de maréchal ferrant. Jimmy Entry, président de l'Union française des maréchaux ferrants, l'UFM. Lucille Massé, fondatrice de Web Maréchalerie, donc, que je pense tout le monde connaît, et titulaire aussi du CAP agricole maréchal ferrant. Florent Gibert, qui n'est pas présent, mais qui est en visio, donc on pourra échanger normalement sans problème avec Florent. Il n'a pas pu se déplacer. Donc lui qui est apprenti maréchal ferrant en deuxième année de BTM et qui est l'auteur du mémoire « La structuration de la profession de maréchal ferrant ». Donc ça va être vraiment très intéressant parce que c'est vraiment le sujet de son mémoire. Il a plein de choses à nous dire. Donc aussi Thomas Guimbelot, qui est technicien dentaire équin, président de la Fédération française des techniciens dentaires équins, qui va nous parler de son métier, qui l'a fait reconnaître, et donc le parcours pour faire reconnaître ce métier. Donc voilà. Je vais donc passer. Donc ça c'était la présentation. Donc j'espère que Florent est bien là. Florent ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci. Bonjour Florent. Et on te Bonjour voit à en tous. plus, c'est formidable. Bonjour Stéphane. Bon, bah c'est parfait. Je pense qu'il faut que tu parles bien fort et ça devrait être parfait. Vous m'entendez bien, oui, c'est bon? Donc Florent va nous parler eh bien du contenu de son mémoire. Alors je te laisse la parole. Oui, voilà, bonjour à tous. Du coup, Florent Gibert, Stéphane m'a présenté. Donc, moi, je suis étudiant donc en deuxième année de BTM à Saint-Chély-d'Apcher. Donc, je m'excuse d'abord de ne pas pouvoir être présent avec vous parce que je vous avoue que traverser la France en pleine semaine d'examen, parce qu'on on est entre les 2 semaines d'examen en ce moment, c'était pas facile pour moi. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit mot là-dessus. Et puis du coup, je suis là pour vous présenter un petit peu mon mémoire, enfin en tout cas une partie. Donc moi j'ai fait mon mémoire sur la structuration de la profession de maréchal ferrant et je vais vous présenter notamment la partie donc sur les institutions, sur l'état des lieux un petit peu de tout ce qui se fait, que ce soit en France ou aussi à l'étranger. Donc je pense qu'on peut mettre le diapo sur la première slide si c'est possible que tout le monde la voit. Voilà, donc alors d'abord en France, la structuration les institutions en maréchalerie de défense de la profession, elles sont représentées par des syndicats, donc qui sont au nombre de 2, donc qui sont la FNAR, la Fédération nationale des artisans ruraux, et l'UFM. Alors ces syndicats, ils ont d'abord un statut propre, ils sont là en fait dans le cas où ils sont vraiment représentatifs de la profession pour imposer un petit peu des prérogatives et faire évoluer en permanence la profession. Ils ont donc différents rôles à jouer, donc défense des droits et intérêts des maréchaux, la formation et la qualification, la représentation, valorisation et fédération de ceux-ci. Alors je me suis intéressé à la FNAR, avec laquelle j'ai eu un peu moins de réponses qu'avec l'UFM. Mais la FNAR, elle a du coup une branche maréchalerie qui est aujourd'hui dirigée par une association qui est l'Union professionnelle des maréchaux de la maréchalerie française, donc l'UPMF, qui est au centre de la diapo. Et cette association, elle est plutôt dans un style traditionnel, donc basée vraiment dans la maréchalerie française, la forge française, etc. Et malheureusement, j'ai eu peu de retours de leur part,
Donc, je me suis intéressé un peu plus à l'UFM, donc l'Union française des maréchaux ferrants, qui est représentée aujourd'hui par Jimmy Antry, et qui vous parlera certainement mieux que moi de toute son organisation. Mais donc, l'UFM, jusqu'alors, elle a permis d'obtenir la qualification obligatoire donc, pour exercer avec le CAP. Et puis, elle a mis notamment les nouvelles formations qu'on connaît en place, donc avec le CTM et le BTM, dans lequel je suis étudiant. Donc aujourd'hui, on l'a connue sous un jour un petit peu sombre, où elle était un petit peu éteinte. Aujourd'hui, tout est remis en marche, entre guillemets, puisqu'il y a un nouveau bureau, un nouveau président et surtout de nouveaux projets. Et notamment, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour parler un petit peu de tout ça. Donc, ils ont mis en place de différentes commissions avec lesquelles on a pu parler avec Jimmy pour justement faire avancer un petit peu les choses. Donc, tous ces efforts, ils ont pour but de défendre un petit peu la profession parce que justement, elle subit différentes dérives. Si vous pouvez passer la diapo d'après, merci beaucoup. Donc oui, différentes dérives, notamment que l'on connaît un peu tous sur la partie podologie et par heure naturelle, par heure physiologique, comme vous l'entendez. Donc le problème de ces personnes-là, c'est qu'il y a un manque de qualification. Donc souvent, c'est des personnes qui sont formés donc sur des week-ends, des années de formation peut-être, mais qui ont surtout pas un diplôme réellement reconnu par l'État. Et c'est ce qui pose un petit peu problème, puisque c'est des gens qui sont comme nous, comme les maréchaux, acteurs sous les pieds des chevaux, mais qui pourtant n'ont pas vraiment un diplôme. Ils sont malheureusement aussi cantonnés à des régimes spécialisés pour monter une entreprise, puisque c'est soit des micro-entreprises, mais ils ne peuvent pas avoir une entreprise individuelle, puisque forcément, ils n'ont pas de diplôme reconnu. Ils ont également un problème au niveau des assurances, puisque une responsabilité civile professionnelle, on ne peut pas l'avoir sans avoir le diplôme de maréchal ferrant. Donc ils ont sans doute des moyens de se défendre, mais en tout cas, ce n'est pas forcément dans les règles de l'art. Et puis, on a surtout une opposition pour la plupart de notre manière de travailler à nous et de la leur. Et ce que je trouve assez dommage, puisqu'on pourrait plutôt avoir une complémentarité des deux pratiques plutôt qu'une opposition de ces deux-là. Surtout quand on sait l'importance de tous les acteurs autour du couple cavalier-cheval qui devraient en fait tous bien marcher ensemble et tous se parler plutôt qu'aller dans une démarche opposée. Alors en France, on manque cruellement d'organisation et c'est ce qu'on vient de voir, mais il y a d'autres pays, du coup, notamment en Europe, qui ont réussi à avoir des organisations bien différentes, donc notamment au Royaume-Uni. Stéphane en parlait tout à l'heure. Eux, ils ont une organisation quasi institutionnelle. Donc, ils ont un ordre en place qui est le Farrier Registration Council, qui est un ordre donc dans le sens juridique et qui va leur délivrer une licence qui va leur permettre d'exercer. Sans cette licence, ils n'auront pas le droit d'exercer. Ils auront la possibilité d'avoir une infraction pénale dans le cas inverse. Et donc, justement, pour lutter contre cette pratique illégale, ils peuvent être susceptibles d'avoir des amendes, etc. Au sein de l'ordre et au sein donc des maréchaux ferrants là-bas, il y a un comité disciplinaire qui est géré par cet ordre et qui va aussi régler les problèmes au sein de la communauté des maréchaux. Donc s'il y a des clients qui se plaignent, tout ce genre de choses, ça remonte jusqu'au conseil de l'ordre et ils peuvent décider de carrément suspendre le droit d'exercer à un maréchal. Ensuite, on a une association, donc la BFBA, qui est la British Farrier and Blacksmith Association. Donc une association plutôt représentative des maréchaux qui va plutôt s'engager dans les concours, dans les congrès, etc., l'organisation de tous ces événements. Et puis elle va leur conférer aussi beaucoup d'avantages, donc chez les fournisseurs, sur des magazines par exemple de maréchalerie ou d'autres types comme des vêtements, même sur le carburant, ils ont des avantages. Et
tout ça un petit peu cette association, elle est là toujours dans le but de continuer un petit peu la formation continue des maréchaux là-bas, pour toujours augmenter un petit peu le niveau et rechercher un petit peu la perfection. Ensuite, ils ont une compagnie, un petit peu même qu'on pourrait tourner dans la confrérie, un petit peu au vu dans les exemples chez nous, et qui, elle, va s'occuper un petit peu plus des qualifications d'excellence, puisqu'eux, ils ne s'arrêtent pas simplement à un diplôme obligatoire. Ils ont un diplôme obligatoire, mais ils ont surtout d'autres grades de diplôme. Et ils vont jusqu'à un doctorat en maréchalerie, et pour les plus capés. Et bon, toutes ces trois organismes, ça implique une gestion un petit peu complexe, et puis qui va nécessiter un personnel un petit peu en permanence, et financièrement, forcément, ça ne coûte pas rien. Mais par contre, leur organisation, elle est très claire. Tout le monde, que ce soit les clients ou les maréchaux, tout le monde est au courant de qui fait quoi, etc. Et forcément, ça inspire un petit peu plus confiance. Ensuite, on a un autre cas en Europe qui est la Belgique. J'ai parlé de ça dans mon mémoire parce que c'est un sujet qui est tout frais, qui vient un petit peu de se faire récemment et qui est encore en cours, puisque la Belgique, ils viennent de créer un syndicat, donc il y a, je crois, une petite année environ. Et ils ont créé ce syndicat parce que là-bas, il n'y avait pas de diplôme obligatoire du tout. Donc n'importe qui pouvait s'installer en tant que maréchal ferrant. Et ils ont donc décidé de monter au créneau, les formateurs et certains maréchaux, à cause de deux événements. Donc d'abord, les gens qui géraient les formations là-bas ont décidé de réduire la durée de formation, donc les écoles, les directeurs de formation. Donc ça n'a pas plu à pas mal de maréchaux et de formateurs. Et puis, il y a également le bien-être animal qui est rentré dans la Constitution belge. Et du coup, de par ce fait, ils sont venus à la rencontre des maréchaux pour justement savoir qu'est-ce que faisait vraiment le maréchal pour le cheval. Et du coup, les maréchaux belges ont, avec le syndicat qui était représentatif de la profession, ils sont allés gérer les profils de métier et les profils de formation au sein de la Constitution, pour dire ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient besoin, etc. Et comment il fallait former les maréchaux de demain. Et puis, pour continuer un petit peu là-dedans, on a également l'EFA, donc l'European Federation of Fire Association, donc qui est une fédération de plusieurs associations. Je crois ils sont au nombre de 17 aujourd'hui, dont la France, depuis le renouvellement de l'UFM, refait partie. Donc on a de nouveau la France membre. Et puis donc l'EFA, c'est une fédération qui est là pour un petit peu homogénéiser le niveau partout en Europe. Leur but, ça a été de créer vraiment un espèce de diplôme qui serait valable partout en Europe. Donc, ils ont appelé ça une certification, la certification Eurofire. Donc, ils sont allés directement dans chaque pays, au sein des écoles, aller vérifier les diplômes et vérifier la valeur de chaque diplôme pour prétendre, pour savoir si l'examen prétendait à ce niveau ou non. Les FA, ils ont également créé un European Fire Handbook, qui est un petit peu le manuel universel du maréchal ferrant, qui est assez conséquent. Alors, j'ai pas d'exemple là, mais c'est vraiment un manuel qui explique toutes les façons de faire, tous les nouveaux produits, tout ce que le maréchal peut être amené à faire et à rencontrer durant sa carrière. L'EFA s'occupe également d'organisation de différents événements, notamment les championnats d'Europe de maréchalerie. Et c'est eux qui financent une partie de tout ça. Et donc en France, le diplôme qui a une valeur aux yeux de l'EFA, c'est le BTM, qui sont venus contrôler. Et donc c'est un atout supplémentaire pour valoriser un petit peu le BTM, qui pourrait être une solution à l'avenir, comme diplôme obligatoire par exemple. Voilà, alors moi je vous ai fini de vous parler un petit peu de ma partie, et je pense que vous voyez peut-être un peu plus la nécessité de créer un ordre dans le domaine de la maréchalerie pour les années à venir.
Voilà, je vais laisser la parole au prochain. Merci beaucoup, Florent, pour ces explications. On peut t'applaudir. Merci à vous en tout cas. C'est pas un exercice de facile m'avoir laissé la parole. C'était très bien réalisé. Merci beaucoup. Merci à vous. On va remettre la prochaine slide. Et donc, pourquoi un ordre de la maréchalerie? Et donc, c'est Patricia Berville à ma droite qui va prendre la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Alors, je vais mettre. Carrément. Est-ce que vous m'entendez tous? Très bien. Alors, donc, pourquoi un ordre de la maréchalerie? Alors, je vais commencer par vous dire qu'en France, 20% des professions sont des professions dites réglementées, c'est-à-dire régies par des règles concernant leur accès et leur fonctionnement. Dans ces 20% de professions réglementées, faut l'avoir comme ça. D'accord. Vous m'entendez là? Je ne bouge plus. Donc, dans ces 20% de professions réglementées, donc 40% appartiennent au secteur médical. Donc, un grand nombre de ces professions réglementées sont régies par un ordre, par exemple l'ordre des avocats, l'ordre des vétérinaires, l'ordre des médecins, l'ordre des architectes. Ou alors, ils sont organisés en chambres. C'est la même chose qu'un ordre, par exemple, pour les notaires. Qu'est-ce qu'un ordre, en fait? L'ordre, c'est le don donné à une organisation professionnelle dotée d'une mission de service public. Et dans cette définition, tous les mots sont importants. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, cette institution de droit privé est donc chargée de contrôler l'accès à la profession. Elle fait respecter les règles la régissant et elle la protège contre la concurrence déloyale grâce à une déontologie appropriée. Alors, avant d'aller plus loin, un bref rappel historique s'impose. Et je vais vous parler de l'histoire des ordres. Pas trop longtemps, hein, je vous rassure. Alors, l'ordre des avocats est le plus ancien apparemment, d'après ce que nous disent les historiens, car il serait né sous le règne de l'empereur Justin Ier. Donc ça remonte à longtemps. Mais de nombreuses professions furent peu à peu organisées en corporations ou guildes, peut-être que vous en avez entendu parler, notamment au Moyen-Âge, ce qui limitait leur accès à certaines personnes et fermait l'accès à la profession aux autres, qui étaient de simples ouvriers et qui ne bénéficiaient donc pas de protection particulière. C'était donc un système très fermé et inégalitaire. La Révolution française est venue abolir tout ça. Elle a supprimé toutes les organisations professionnelles au nom du principe sacré, pour elle, de la liberté d'entreprendre. D'abord avec le décret d'Allard, du nom du baron, baron d'Allard, qui a supprimé les corporations, et puis ensuite avec la loi Le Chapelier, qui est une loi de mars 14 juin 1791, qui interdit tout groupement professionnel, toute guilde, en fait qui supprime toutes les organisations qui existaient à l'époque. Et donc cette loi avait pour finalité de mettre fin aux dérives corporatistes et notamment de lutter contre les nantis, bien évidemment. Mais elle a eu un effet pervers, c'était d'empêcher la création de syndicats professionnels. Donc la loi Le Chapelier va être abolie le 21 mars 1884, ce qui va permettre de créer, bien sûr, ces syndicats professionnels. En ce qui concerne les ordres, seuls les avocats avaient vu le leur établi par un décret du 14 décembre 1810. Mais les autres, ils vont devoir attendre fort longtemps, puisque c'est le régime de Vichy qui va recréer les ordres. D'abord en 1940 et 1942 pour les médecins, 1940 pour les architectes, puis suivront ensuite les experts comptables, les huissiers de justice, les vétérinaires. Alors les huissiers de justice, on les appelle plus huissiers de justice, on dit commissaires de justice, mais c'est la même chose. Donc actuellement, il existe aujourd'hui en France 16 ordres. Alors, qu'est-ce qu'un ordre? Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure et je vous ai donné la définition. Mais l'ordre, il faut le savoir, ne concerne que les professions réglementées. Alors, on peut distinguer plusieurs professions réglementées.
La première catégorie, c'est celle qui requiert un agrément, par exemple la garde d'enfants de moins de 3 ans, l'agent immobilier, le courtage d'assurance. Deuxième catégorie, c'est celle qui requiert un diplôme ou une certification, la coiffure, le métier de boulanger. Troisième catégorie, celle qui requiert une autorisation administrative, notamment les bars, les stations-service. Et puis vous avez enfin la dernière catégorie, qui est celle des professions libérales réglementées, les avocats, les experts comptables. Les professions réglementées, vous l'avez bien compris, sont donc régies, sont donc définies par des dispositions législatives et ou réglementaires spécifiques qui en limitent l'accès. Alors les conditions, quelles sont-elles? Elles peuvent être des conditions de diplôme, c'est le plus fréquent, mais également d'expérience professionnelle, parfois d'âge minimum, d'honorabilité, certaines requièrent un casier judiciaire vierge, des conditions également financières avec un capital minimum, ou alors la souscription d'une assurance. Et souvent, pendant l'exercice de l'activité, d'autres conditions viennent s'ajouter, notamment la formation professionnelle continue, l'aptitude physique, la déclaration auprès d'une ou plusieurs administrations, la tenue d'un registre, etc. À mon sens et indéniablement, la maréchalerie peut être considérée comme une profession réglementée, puisqu'il faut une condition de diplôme pour être maréchal ferrant. Florent vient d'en parler tout à l'heure avec ces différents diplômes qui sont nécessaires, et notamment le CAP, mais pour exercer la profession et se spécialiser. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est important, c'est qu'une profession réglementée, régie par un ordre, entraîne l'adhésion obligatoire à cet ordre. Autrement dit, à partir du moment où vous exercez telle profession réglementée, vous devez adhérer à cet ordre, c'est obligatoire, automatiquement, et vous devez donc souscrire aussi, prendre une cotisation, et c'est peut-être là l'obstacle aussi à la création d'un ordre. Mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, à quoi sert un ordre? Parce que vous allez me dire, on a déjà un syndicat professionnel, Florent vous en a parlé, l'Union française de la maréchalerie, pourquoi créer un ordre? Et d'abord, il faut savoir ce qu'est un ordre, surtout, et à quoi il sert. À quoi il sert cet ordre? Premièrement, il va réguler l'accès à la profession, il va donc imposer des standards pour y accéder, notamment le diplôme spécifique, en sus de celui requis au préalable, un stage validé, etc. Deuxièmement, il favorise une concurrence équitable entre les professionnels. Tout le monde a le même diplôme, tout le monde peut exercer cette profession réglementée. Troisièmement, il va instaurer des règles déontologiques, notamment grâce à un règlement intérieur, une charte de bonne pratique. Et ça, c'est très important, vous le savez, notamment pour une profession médicale telle que les médecins, telle que profession non médicale bien évidemment, mais juridique cette fois-ci, les avocats qui sont régis, qui ont des règles déontologiques qu'ils doivent absolument respecter. Quatrièmement, l'ordre va contrôler l'application de ces mêmes règles. Il ne suffit pas d'instaurer des règles, il faut encore s'assurer que ces règles soient respectées par toutes les personnes qui exercent la profession. L'ordre étant doté d'une délégation de puissance publique, et ça c'est très important, il a un pouvoir disciplinaire. Il peut donc sanctionner les manquements à ces règles déontologiques. Et notamment, il va pouvoir éventuellement suspendre la personne qui enfreint ces règles, voire la radier. Et il y a régulièrement des procédures disciplinaires engagées par ces ordres pour écarter de cette profession les personnes qui ne le méritent pas ou en tout cas qui ont enfreint ces mêmes règles. Cinquièmement, l'ordre va représenter la profession auprès des clients, actuels ou futurs, mais aussi des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités territoriales, des administrations et des assurances. Et donc l'ordre, je vous donne un exemple, va aussi, dans ce dernier cas, pouvoir négocier des tarifs de souscription d'assurance auprès des différentes compagnies pour obtenir le meilleur prix pour toutes les personnes qui exercent cette même profession.
Donc ça a quand même un intérêt assez important. Cet ordre, il va également, je vous le disais tout à l'heure, défendre la profession auprès de différentes personnes et notamment s'assurer qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale et que des personnes non munies de diplôme ne puissent pas exercer cette même profession ou remplir cette même activité. Donc ça, c'est très important pour s'assurer de ces conditions et veiller à ce que d'autres personnes qui n'auraient pas ces mêmes conditions de diplôme et qui ne pourraient pas adhérer à cet ordre ne puissent pas faire de la concurrence déloyale et donc exercer cette activité qui est donc réservée aux personnes adhérant à cet ordre. Alors, comment est-ce qu'on va créer un ordre? D'autres questions importantes. Pour créer un ordre, il faut bien sûr qu'il y ait des dispositions législatives et réglementaires qui le permettent. Et donc, à mon avis, il va falloir exercer un lobbying assez important auprès et des députés et des sénateurs pour voir créer cet ordre. Et ça ne va pas être une mince affaire, vous vous en doutez bien. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'ordre a un coût, bien évidemment, puisque c'est les personnes qui sont une profession réglementée et qui ont un ordre doivent adhérer à cet ordre et donc payer une cotisation. Alors, la cotisation, ça peut être un frein. Vous allez me dire, si on adhère à un syndicat professionnel, il faut en plus adhérer à un ordre. Ça fait quand même un coût par an non négligeable. Mais je vous cite un exemple, l'ordre des médecins, les médecins sont organisés en ordre, ils ont un ordre, en 2024, a demandé une cotisation de 352 € par an à chacun de leurs membres. Donc 352 € par an, si vous le remettez par mois, ce n'est pas si important que ça. Et en tout cas, ça rend des services, en tout cas, c'est destiné à rendre des services qui sont peut-être bien supérieurs à une simple activité ou une simple profession qui ne serait pas représentée par un ordre. Alors, vous allez aussi peut-être vous poser la question, mais là, j'ouvre le débat et je pense que d'autres personnes ici présentes pourront y répondre. Pourquoi un ordre alors qu'il existe déjà un syndicat professionnel qui est relativement puissant, je pense que Jimmy va le dire, qui défend ses adhérents et qui est là et qui rend peut-être les mêmes services qu'un ordre. Pourquoi l'ordre? Eh bien, évidemment, le point commun, c'est que l'ordre défend la profession, comme l'UFM, comme un syndicat professionnel, mais le syndicat professionnel ne représente que ses adhérents. C'est-à-dire si vous avez un syndicat qui a 100 ou 150 adhérents, sur 1300 maréchaux ferrants, il ne va représenter que ses adhérents et non pas l'ensemble de la profession. L'ordre, quand vous adhérez à un ordre et qu'un ordre existe pour une profession, comme l'adhésion est obligatoire, l'ordre va représenter l'ensemble des maréchaux ferrants. Et donc, il va représenter 1300 maréchaux ferrants. Je crois que c'est 1300, mais peut-être que certains vont me contester sur ce point. L'ordre qui représente toute la profession est doté, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une délégation de puissance publique. C'est-à-dire qu'en fait, il est doté d'une parcelle de pouvoir qu'a l'État, qu'a le pouvoir public, pour notamment défendre la profession, la représenter dans toutes les instances, la représenter dans toutes les procédures et mettre tout en œuvre pour la défendre contre une éventuelle concurrence déloyale. Alors moi je dirais en conclusion que l'ordre peut être nécessaire, certains ne seront peut-être pas d'accord, notamment l'ordre des vétérinaires, on vous en parlera tout à l'heure, mais je pense que l'ordre vient compléter l'action engagée par le syndicat professionnel. En fait, pour qu'une profession réglementée soit forte et puissante, il faut un syndicat ou plusieurs syndicats professionnels, mais il faut aussi un ordre. Les deux ne sont pas concurrents, ils sont simplement complémentaires. Merci beaucoup, Patricia, pour ces précisions. Ce n'est pas forcément un domaine qu'on connaît, donc c'est important d'avoir cette discussion. Donc,
Maintenant, je vais passer la parole à Lucille, qui a fait donc des sondages sur Internet et qui va nous en parler. Donc, qu'en pensent les maréchaux? Ton micro est où? Je pense, ouais. Bonjour. Donc moi, dans le cadre de Web Maréchalerie, j'ai lancé une enquête nationale auprès des maréchaux pour recueillir les avis vos avis sur la création d'un ordre et surtout recueillir les attentes et les réserves par rapport à cet ordre-là. Donc cette enquête, je l'ai menée en 2 temps. Je l'ai lancée une première fois en mai, j'ai relancé en septembre. C'était principalement sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec les canaux que j'utilise avec Web Maréchalerie, et j'ai utilisé aussi en message direct pour les maréchaux qui traînent pas trop sur les réseaux. Donc dans les réponses, j'ai principalement eu des réponses de maréchaux installés. Il y avait plus de 7 personnes sur 10 qui étaient des maréchaux installés, donc c'est intéressant parce que c'est les personnes qui sont directement concernées, qui seraient éventuellement directement concernés par la création d'un ordre. Et donc il y a plus de 70% de répondants qui étaient pour la création d'un ordre, 20% contre et 6% qui ne se positionnaient pas. Et dans les commentaires que j'ai pu avoir, parce qu'il y avait des questions aussi bien fermées qu'ouvertes, et dans les commentaires que j'ai pu recueillir des personnes qui ne se positionnaient pas, c'était surtout par manque d'informations. Parce qu'on a lancé ce questionnaire pour avoir des avis, mais sans vraiment expliquer, vu que c'est vraiment un projet et il y avait pas, enfin voilà, ils se questionnaient sur le fonctionnement, sur l'intérêt, sur le prix, etc. Et oui, donc il y a aussi eu des répondants qui étaient en formation et des maréchaux qui n'exerçaient plus. Donc dans les avis qui étaient favorables, ce qui était surtout attendu, c'était de lutter contre les faux maréchaux et la concurrence déloyale, contrôler les diplômes et les compétences, créer un registre officiel des maréchaux diplômés. Il y avait aussi devenir un interlocuteur officiel auprès du ministère de l'Agriculture, des chambres de métiers et de l'Europe, et parler d'une seule voix face aux autres professions. Il y avait aussi des attentes d'un point de vue qualité-sécurité pour garantir le bien-être animal via des pratiques encadrées et délivrer un label de qualité reconnu des propriétaires. Il y avait beaucoup de choses aussi qui tournaient autour de la formation pour uniformiser les formations et référentiels, instaurer la formation continue obligatoire et, bon, ça a été revu entre-temps, mais travailler à la reconnaissance européenne du BTM, définir un code déontologique aussi. Il y a beaucoup d'attentes autour du soutien, de l'aide juridique en cas de litige pour les professionnels et aussi un centre de ressources techniques. Ce qui était beaucoup attendu aussi, c'est la valorisation de la profession et proposer des cotisations modulées ou des aides pour les jeunes installés. Et surtout la cohésion et renforcer la solidarité interne et créer des délégations régionales pour garder un lien avec le terrain. Au niveau des retours qui étaient plutôt opposés à la création d'un ordre, ce qui revient souvent, c'est la perte de liberté, la crainte d'un contrôle excessif des pratiques et une perte d'autonomie. La charge financière aussi revenait souvent avec des cotisations obligatoires jugées trop lourdes, surtout pour les jeunes ou les petits revenus. Peur aussi que ce soit une usine à gaz administrative et le risque d'opacité dans la gestion des fonds, la crainte d'une capture par une élite déconnectée du terrain. Il y avait aussi un scepticisme lié à la capacité réelle à éradiquer la concurrence déloyale et le doute sur l'efficacité à imposer des normes ou des tarifs. Il y avait aussi pas mal de confusion entre le rôle d'un ordre et d'un syndicat, mais du coup on pourra répondre aux questions tout à l'heure. Et ce qui revenait aussi, c'était le risque de division interne entre les partisans et les opposants et une crainte d'exclusion des non-adhérents. Alors, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup de retours, aussi bien chez les personnes qui étaient pour que les personnes qui étaient contre, qui se questionnent sur la capacité
de la profession et des maréchaux à gérer un tel organisme. Donc je vous mets, peut-être vous allez reconnaître vos commentaires, mais je vous mets un petit peu des... Et donc ça, ouais, ça représentait à peu près 20% des répondants. Il y avait aussi des questions ouvertes pour récolter les propositions des maréchaux. Et donc, on proposait des formations continues obligatoires, une uniformisation nationale et européenne des diplômes, regagner la reconnaissance européenne du BTM et la création d'un code déontologique, un registre public des maréchaux diplômés, contrôle et visites réglementées avec procédure de sanction, inscription préalable obligatoire pour exercer, une phase pilote ou une association préfiguratrice avant toute obligation légale, une gestion transparente des comptes publics, des statuts clairs, des élections démocratiques, la limitation des mandats, la représentation régionale pour rester dans les proches du terrain, comme je disais tout à l'heure. Ils proposent aussi une communication et autour de la communication et des informations avec un site officiel, avec annuaire, ressources, des assemblées régionales régulières. Et puis, tout en restant dans le cadre légal, étudier la faisabilité d'un barème indicatif pour les tarifs qui sont pratiqués. Et donc, ce qu'il faut retenir un petit peu de cette étude que j'ai faite, c'est qu'il y a 73% des participants qui sont donc des maréchaux qui sont favorables à la création d'un ordre, mais ce projet pourra réussir qu'avec la transparence de la gouvernance, la maîtrise des coûts, la préservation des libertés professionnelles auxquelles les maréchaux sont très attachés et la compétence de la profession à gérer efficacement un ordre. Merci beaucoup, Lucille. Effectivement, plein d'idées. Donc maintenant, je vais laisser la parole d'abord à Anne-Charlotte, donc sur la structuration d'autres professions et vos avis là-dessus. Peut-être d'abord Anne-Charlotte et après Thomas. Merci. Moi, je vais essayer de rebondir un peu sur ce qu'ont dit Patricia et Lucille. Globalement, tout est vrai et vérifié, notamment pour le prix de la cotisation à l'ordre, qui est vraiment pas donné annuellement parlant. Mais encore une fois, l'ordre aussi, c'est des aides sociales. Et quand on est en début de carrière, on peut avoir une réduction sur le prix de l'ordre et des soutiens financiers. Donc c'est pas non plus à négliger, et notamment pour beaucoup de maréchaux qui s'installent, je pense que ça pourrait être pertinent d'avoir un ordre qui vous aide à l'installation et qui vous soutient. Moi, je travaille actuellement en Suisse. En Suisse, il n'y a pas d'ordre des vétérinaires. Donc j'ai pu comparer à quand j'étais avec un ordre, et aujourd'hui, je ne le suis plus. Et c'est vrai qu'il y a une première chose, c'est qu'il y a moins de confraternité entre les vétérinaires, je trouve, en Suisse, comparé à ceux qui sont en France. En France, on obtient notre diplôme, et puis le diplôme va être vérifié. On va avoir une garantie de notre technicité, entre guillemets. On nous donne un numéro ordinal qui va nous suivre toute notre carrière. Et c'est un peu comme une étiquette, mais un certificat d'authenticité qui dit que oui, elle est bien vétérinaire. Et c'est un peu ce qui manque, je trouve, chez les maréchaux. C'est ce certificat d'authenticité, cette garantie de technicité qui ferait de vous que on aurait un peu plus de respect pour vous. Je trouve, c'est vraiment mon ressenti de terrain, il n'y a pas de jugement ou quoi, mais j'ai envie qu'on vous considère un petit peu plus. Et pour ça, il faut que vous ayez une formation qui soit homogène, que quand vous avez votre diplôme de maréchal ferrant, que vous l'ayez passé dans le sud-ouest, dans le nord-est ou peu importe où dans la France, et vous ayez tous le même niveau et puis tous le même diplôme. Et ça, l'ordre des maréchaux, s'il y en a un, ça pourrait être vérifié et puis certifié. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse tous ensemble et vers lequel on avance. Donc une homogénéité de la formation des maréchaux ferrants et un niveau du diplôme qui soit aussi assez exigeant. C'est vrai que nous, quand on dit on est vétérinaire, t'es vétérinaire, t'as fait 6 ans d'études, 8 ans d'études, et c'est dur pour être vétérinaire. Mais c'est dur pour être maréchal, et je peux le dire, parce que j'en ai bavé. Et ça, il faut aussi qu'on le reconnaisse.
Et donc pour ça, pareil, un ordre des maréchaux, ça pourrait dire, ben voilà, il faut réaugmenter l'exigence des résultats, que ce soit pour le CAP, pour le BTM, pour le CTM, peu importe. Mais voilà, qu'on soit un peu plus exigeant, ça veut dire ça demandera aussi aux apprentis de travailler un peu plus et puis de se dire je ne vais pas avoir mon diplôme les doigts dans le nez, je vais en baver et je vais y arriver. Et puis après, vous aurez une reconnaissance. Et donc comme ça, on va avancer tous main dans la main et on va être reconnaissants les uns des autres. On va tous appartenir à un même ordre. J'ai l'impression de parler dans un monde de bisounours, mais c'est un peu ce qu'il faudrait que ce soit. Et puis que par rapport aux propriétaires, à vos clients aussi, vous aurez bien plus de poids quand on sait que tout est homogène et confraternel. En parlant de confraternité, pareil, il y a la confraternité entre vétérinaires et il y a la confraternité interprofessionnelle. L'ordre des vétérinaires interdit tout dénigrement, toute anti-confraternité. Alors bien sûr, tout le monde ne le respecte pas, mais c'est écrit quelque part, ça veut dire que ça peut vous être reproché. Ça veut dire que si vous sentez que quelqu'un vous tire dans les pattes, vous pouvez aller porter plainte à l'ordre, et l'ordre peut s'en mêler. Et l'ordre, c'est quelque chose qui a du poids et qui fait peur. Donc c'est aussi une protection pour vous, et une assurance, entre guillemets, de non-dénigrement. Et c'est vrai que donc entre vétérinaires, on essaye d'être confraternel, avec les maréchaux également. Entre maréchaux, c'est pas toujours évident, et en tant que véto dans les écuries, on en entend passer. Vous n'êtes pas toujours tous confraternels non plus. Enfin, c'est dans tous les métiers pareil. Et donc il y a ce manque de dialogue, je trouve, qui pourrait être amélioré. Et nous, donc on en parlera demain avec Louis Lecomte sur le dialogue justement vétérinaire-maréchal qui est très important. Mais il y a le dialogue aussi avec les podologues. Ce dialogue-là, pour moi, en tant que vétérinaire, il n'existe pas. Je ne dialogue pas avec eux et j'ai pas de retour. J'arrive pas à avancer ensemble. Et c'est vrai que pour le ressenti et pour en avoir parlé avec d'autres, c'est pareil pour les maréchaux. Il y a un dialogue interprofessionnel qui se fait pas très bien. Et je pense qu'il faudrait qu'on travaille tous ensemble, qu'on ait un diplôme reconnu à la fois pour les podologues et les maréchaux qui soit commun. Parce que le parage, n'oublions pas, c'est la base de votre métier, de notre métier aussi. Hein, les vétos, on pourrait les intégrer là-dedans. Parce qu'on se permet de juger votre travail et pas toujours de savoir le faire. Donc voilà, il y a ce niveau commun qui devrait être unanime pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Donc je vais passer la parole donc à Thomas qui va nous parler de sa profession. Allô. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Guimbello, je suis non plus le président actuel de la Fédération française des techniciens dentaires, mais l'ancien président. J'ai cédé mon poste au mois de décembre. Et j'étais en poste depuis 2012, donc j'avais passé un bon moment à exercer cette fonction. J'ai contribué donc à la création de la Fédération française des techniciens dentaires équins, et ensuite à la structuration du métier de technicien dentaire équin, puisque c'est le titre aujourd'hui, qui est non plus dentiste équin, mais bien technicien dentaire équin. Donc je vous avais fait un petit slide qui a été divisé en 3, je pense, pour préciser un peu ce que c'est et comment est structurée notre profession. Et je retrouve dans ce qui a été dit précédemment, entre autres par Patricia, dont je ne me souviens plus le nom, sur l'ordre, je retrouve beaucoup de similitudes dans ce que nous avons organisé, dans la manière dont nous avons organisé notre profession, sans chercher pour notre part à aller vers un ordre, parce qu'on était un petit peu trop récent, à mon sens, puisque nous existons légalement depuis l'ordonnance de 2011 qui a modifié le code rural et dans lequel nous avons un alinéa qui précise quelle est notre profession et comment elle s'exerce. Cependant, on a toutes ces fonctions-là, une association qui représente les professionnels, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons considérer que les techniciens dentaires équins qui exercent sur le territoire français, ils sont à peu près 350, et la Fédération française des techniciens dentaires équins, elle représente 280 praticiens.
Donc nous sommes, nous, une association représentative de la profession par notre nombre statistique, même si on est beaucoup moins nombreux que vous, les maréchaux. Nous avons donc organisé cette profession autour, on en a parlé tout à l'heure, d'une charte de qualité des soins et d'un code de déontologie qui nous oblige. Alors, nous oblige, mais pas de manière contraignante, puisque nous ne sommes pas un ordre, nous sommes une association. La fédération, c'est avant tout une association loi 1901, et donc respecte les lois ou les règlements de cette association, ceux qui y adhèrent. C'est la grande différence avec un ordre, c'est qu'une fois que vous avez un ordre, vous n'avez plus le choix, vous devez respecter ces règlements-là. Nous, on est sous un format associatif, donc ceux qui y adhèrent peuvent et doivent respecter ces règles-là, et si ce n'est pas le cas, eh bien, ils peuvent être exclus. Alors le deuxième ressort, c'est que nous avons un lien, la fédération, un lien qui est contractualisé par la loi, très fort, avec l'ordre des vétérinaires, puisque notre exercice de la dentisterie équine, elle passe par deux éléments, qui est l'obtention du diplôme technicien dentaire équin, dans un premier temps. Et le deuxième ressort, c'est la signature d'une convention d'exercice. Donc un technicien dentaire équin, il ne peut pas exercer seulement parce qu'il a un diplôme, il doit aussi avoir une convention d'exercice signée. Cette convention d'exercice, elle est aujourd'hui organisée avec l'ordre des vétérinaires, c'est-à-dire que la Fédération française a signé une convention cadre avec l'ordre des vétérinaires qui nous lie dans la création d'une convention particulière que chaque praticien doit signer pour avoir le droit d'exercer. Cette convention, donc, elle nous oblige d'un point de vue déontologique, elle nous oblige d'un point de vue également, donc de la qualité des soins, mais elle nous oblige également c'est un des éléments supplémentaires, dans la formation continue, c'est-à-dire que nous devons maintenir à jour nos connaissances et nos compétences. C'est une obligation que nous avons signée dans cette convention. Alors, où est-ce qu'on en est ? Alors ça, c'est un petit rappel réglementaire. Donc nous, la dentisterie équine, elle a été reconnue en 2011 par l'ordonnance 862 à l'occasion de la modification du code rural. Ensuite, il y a eu un certain nombre de décrets et arrêtés qui se sont succédés de manière relativement longue pour arriver aux derniers éléments en 2022, puisqu'il y a eu plusieurs arrêtés modificatifs qui ont finalement arrêté sur donc, le titre technicien dentaire équin qui est délivré aujourd'hui, qui est reconnu auprès de France Compétences, qui a été déposé auprès de France Compétences et validé par France Compétences, et qui est délivré conjointement par la Fédération française des techniciens dentaires équins et le SNVEL, qui est le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral. Donc de nouveau, on garde ce lien avec les syndicats vétérinaires, puisque nous sommes une dérogation à la médecine vétérinaire, donc on exerce par dérogation à la médecine vétérinaire, donc il y a vraiment un lien fort qui existe et qui doit être maintenu avec la profession vétérinaire, même si ce lien nous permet une certaine indépendance en tant que profession, ce qui nous permet d'abord d'être indépendants, d'avoir des dialogues constants et réguliers avec l'ordre des vétérinaires pour réajuster nos exigences professionnelles et vis-à-vis des praticiens sur le terrain. Et donc on retrouve dans cette organisation de la fédération qui n'est qu'une association, on retrouve beaucoup d'éléments qui rappellent ceux d'un ordre, qui sont les éléments non pas obligatoires, mais les éléments vertueux de cette organisation professionnelle, dans la mesure où il faut maintenir ses compétences, il faut être confraternel. Alors, comme on disait, c'est pas le monde des bisounours, c'est un vœu pieux d'être confraternel, on essaye de le respecter, mais c'est vrai qu'il reste encore parfois des conflits ouverts entre les praticiens sur le terrain. Donc toute cette organisation professionnelle, elle se fait avec cet esprit ordinal, sans en être un réellement. Et c'est ce sur quoi je veux rebondir pour finir cette intervention, c'est l'importance, certes, d'un ordre, c'est très intéressant, mais surtout de renforcer l'UFM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'existera pas ou ça existerait, mais avant tout, il faut que vous soyez fort en tant qu'association de professionnels, syndicat, je ne sais pas comment on veut l'appeler, mais
être nombreux à cotiser à l'UFM, participer à l'UFM, renforcer la représentativité de l'UFM, renforcer la qualité par vos soutiens, par votre participation à l'organisation de cette association. C'est ça qui permettra de déboucher effectivement vers la création d'un ordre et surtout déboucher vers la création d'un ordre qui ne sera pas contraint, qui ne sera pas quelque chose de contraint, mais quelque chose de vertueux. C'est-à-dire que vous aurez participé, vous aurez contribué et vous aurez participé à la progression de votre métier et à la structuration de votre métier. Et cette chose-là, elle va se faire grâce à l'UFM. Aujourd'hui, c'est Jimmy qui représente cette UFM. Et j'ai compris que c'était la renaissance de l'UFM. Donc il faut participer à cette renaissance et participer massivement par vos soutiens, par votre cotisation aussi. Parce que toutes ces actions-là, elles vont aussi avec des dépenses, un apport en financement qui est nécessaire. Parce que nous, quand on représente, et moi je l'ai représenté pendant la profession pendant une vingtaine d'années, eh ben c'est très souvent sur nos temps libres, pas forcément rémunérateurs, et donc il y a quand même des choses auxquelles il faut participer. Alors soit vous pouvez participer par le temps que vous accordez à cette association, mais aussi votre cotisation, c'est un élément très important. D'abord parce que, comme on disait, ça représente votre nombre de participants et de soutien. Et donc par rapport au rapport que pourrait avoir l'UFM avec les services publics, avec les services du ministère de l'Agriculture, c'est très important que cette UFM, elle représente la profession. Et c'est à mon avis l'élément premier, l'élément numéro 1 pour que ça avance, c'est que vous participiez à cette UFM par les différents moyens qu'on vient d'évoquer, pour que l'UFM soit un organisme fort, représentatif, et qui puisse effectivement parler au service public. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Donc, l'ordre des vétérinaires a dû avoir écho un petit peu de cette réunion. Et donc, il y a quelques mois, l'UFM a reçu 7 lettres de l'ordre des vétérinaires. Et je vais laisser Anne-Charlotte nous en parler un petit peu. Oui. Belle mission. Alors, si je peux me permettre. Ou Jimmy. Cette lettre, c'est une lettre qui nous a été transmise, mais la demande a été faite par 1 ou 2 maréchaux ferrants. Donc c'était une démarche personnelle, individuelle de ces maréchaux-là, qui avaient du coup posé la question à l'ordre des vétérinaires, et c'est cette réponse-là qui a été faite. Voilà, c'est juste un avis. Et c'était vraiment une démarche individuelle, c'est pas une démarche de l'UFM. Oui, je comprends bien. Ça a été adressé à l'UFM, mais apparemment, c'est marqué dans la lettre, hein, 2 personnes, maréchaux j'imagine, ont contacté l'ordre sur ce sujet de la création d'un ordre de la maréchalerie. Auquel le Conseil national a répondu plutôt négativement en disant qu'il ne semblait pas que la profession de maréchal ferrant soit éligible à une profession réglementée organisée en un ordre. Comme le dit Patricia, c'est un avis, une première réponse. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. A priori, nous, l'explication qu'on aurait, c'est que déjà au niveau réglementation, on est déjà surréglementé sur tout, que ce soit en France ou en Europe, et que l'Europe est un peu réticente au fait de créer encore un nouvel ordre, une nouvelle réglementation, et notamment pour la liberté à l'auto-entrepreneuriat, c'est ça ? Ouais, la liberté d'entreprendre, qui serait un petit peu du coup ficelée. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est un avis. Voilà, tout à fait. Donc, Anne-Charlotte, il va falloir, et on avait oublié de préciser que tu as travaillé donc aussi avec Mathilde Audic. Mathilde Audic était on a fait une réunion avant parce qu'on ne se connaît pas, c'est pas forcément entre nous. Oui. Et Mathilde donc a travaillé avec Anne-Charlotte, et Mathilde est élue à l'ordre des vétérinaires, et elle avait un avis un peu différent parce qu'elle avait
mais elle ne pensait pas du tout que c'était un problème pour les maréchaux de créer un ordre. Donc voilà, c'est... Voilà. Oui, Mathilde, qui fait partie de l'ordre des vétérinaires, est très très favorable à la création d'un ordre des maréchaux ferrants. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Jimmy donc pour nous parler de l'UFM. Bonjour à tous, Jimmy Antry, donc je suis le nouveau président de l'UFM pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour vous expliquer un petit peu la genèse, l'UFM existe depuis une trentaine d'années. C'est grâce à l'UFM qu'en 1996, on a eu une loi sur le fait d'avoir un diplôme pour pouvoir s'installer. Donc ça, c'était déjà une première étape très importante pour notre métier. Et c'est aussi l'UFM qui gère le CTM et le BTM en tant qu'examen de maréchal ferrant. Avant de commencer, j'aimerais vous annoncer, même si je pense que tout le monde est déjà au courant puisqu'on a commencé à communiquer hier. On a eu le résultat avec un arrêt de la Cour de cassation le 7 octobre, nous donnant raison, c'est-à-dire que l'acte de parage est un acte de soin. Et un acte de soin en maréchal, au niveau du pied du cheval, c'est réservé aux gens qui sont diplômés d'un diplôme reconnu par l'État, donc par le CAP de maréchal ferrant. C'est vraiment une grande étape et une grande avancée. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Avant de continuer, je voudrais remercier devant tout le monde et chaleureusement Dominique Fonseca, ancien président de l'UFM, qui a passé des centaines et des centaines d'heures à travailler sur ces sujets-là. Le procès, il dure depuis 14 ans. Un procès, ça coûte de l'argent, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et ça a coûté énormément en énergie, en argent à l'UFM, à Dominique Fonseca et à tous les gens qui ont participé à cette démarche-là au sein de l'UFM durant toutes ces années. Donc je vous demanderai vraiment de les applaudir parce que si on en arrive là, c'est grâce à eux. Maintenant, la Cour de cassation a donné son avis, donc je vais peut-être donner la parole pour à Madame qui est avocate, à Patricia, qui va nous expliquer succinctement la suite des événements. La Cour de cassation a cassé l'avis de la Cour d'appel de Limoges, donc nous renvoie en Cour d'appel à Poitiers, sachant que c'est quelque part entre guillemets purement administratif, c'est-à-dire que la Cour de Poitiers va devoir suivre les recommandations de la Cour de cassation. Oui, alors je vous explique brièvement parce que procéduralement c'est un petit peu compliqué. L'affaire a débuté par une plainte déposée par l'UFM contre une personne qui exerçait une activité de parage contre rémunération. Ce n'était pas une activité bénévole. Et donc l'UFM a porté plainte pour exercice illégal de la profession de maréchal ferrant. Donc le tribunal correctionnel a relaxé, donc a dit que la personne n'était pas pénalement responsable. Il y a eu un appel et la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en s'appuyant sur une réglementation européenne. Bon, je vous passe les détails, mais en disant que bref, circuler, il n'y a rien à voir. Cette personne a le droit de faire des parages moyennant rémunération. Et donc, l'UFM a formé un pourvoi en cassation. Donc, ce n'est pas une troisième voie de recours, mais en fait, c'est pour demander, pour pouvoir dire à la Cour de cassation que le droit a été violé. Et donc, la Cour de cassation, qui est la Cour suprême chez nous, un peu comme aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait le même rôle, a donc rendu un arrêt il y a 2 jours, donc confirmant la relaxe de la personne, hein, ce n'était pas sur le plan pénal, pour des raisons de procédure. Bon, bref, le parquet n'avait pas fait ce qu'il fallait pour voir son pourvoi aboutir, mais a cassé cette décision de la Cour d'appel au motif que
la réglementation européenne n'a pas lieu de s'appliquer et donc a validé l'argument soutenu par l'UFM disant que le parage, c'est bien un acte de soin qui est réservé aux maréchaux ferrants. Et donc ça, c'est un arrêt de principe extrêmement important parce que maintenant, ça veut dire qu'aucun tribunal, donc aucune juridiction française ne pourra plus laisser libre les personnes d'exercer une activité de parage moyennant rémunération sans être titulaire du diplôme de maréchal ferrant. Donc ça veut dire que vous êtes parfaitement protégé maintenant contre toutes ces personnes qui exercent ces activités. Et cette activité de parage, c'est donc bien un acte de soin. Et ça, c'est extrêmement important. Et même, je dirais, pour créer un ordre, c'est très important puisque l'activité de maréchal ferrant, ça rentre dans les soins. Alors quand les vétérinaires nous disent qu'ils n'exercent pas d'activité de soins, c'est nous qui devons soigner les chevaux. En fait, le maréchal ferrant, il participe aux soins des chevaux en les parant, en les ferrant. Donc ça, c'est très important. Alors pour la suite, Jimmy vous l'a dit, cette Cour de cassation, la Cour de cassation a cassé, donc a rendu cet arrêt et a renvoyé devant la Cour d'appel de Poitiers. Donc le feuilleton n'est pas terminé, mais uniquement en ce qui concerne les dispositions civiles. C'est-à-dire qu'au point de vue pénal, cette personne, elle est relaxée, on ne peut rien contre elle. En revanche, l'UFM va pouvoir obtenir, on l'espère, une indemnisation de la Cour d'appel de Poitiers concernant le préjudice qu'elle a subi du fait de l'exercice illégal de cette activité par cette personne. Donc ça, c'est très important, et notamment pour le dédommagement et pour toutes les centaines d'heures de travail qu'a consacré l'ancien président à cette affaire. Mais bon, je vous l'ai dit, c'est pas terminé, mais c'est une grande victoire, et je pense qu'elle vient à point nommé 2 jours avant ce congrès des key meetings. Je crois qu'il faut vraiment dire merci à la Cour de cassation qui a fait du droit, parce qu'en fait, c'est uniquement faire du droit. Elle a appliqué le droit, alors que les tribunaux précédents, tribunal correctionnel et Cour d'appel, n'avaient pas appliqué le droit correctement. Et heureusement qu'on a la Cour de cassation en France. Voilà, c'est ça. C'est la Cour de cassation, c'est terminé. C'est un arrêt de principe extrêmement important pour votre profession. Voilà. Donc pour clore sur le sujet de la podologie, et après je vous parlerai de l'UFM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de guerre. La podologie, elle existe et on ne la fera pas disparaître en claquant des doigts, même avec cet arrêt de la Cour de cassation. Donc je pense que tous ensemble, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va pouvoir intégrer cette façon de travailler qui est de la maréchalerie. Il y a des gens qui vont vouloir dans le futur faire que du parage ou que de la podologie. Il va falloir qu'on puisse définir une vraie frontière entre la podologie et la maréchalerie. Où est-ce que s'arrête la frontière ? Quid du collage de plaques, etc., etc. Voilà, il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble à ça. Je pense que ça sera quand même vachement plus intelligent de se parler et d'essayer de travailler ensemble pour que tout le monde respecte la règle et les règlements et la loi. Voilà. Et ça, ça va faire partie du travail de l'UFM. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'UFM. Donc l'UFM, ça a une trentaine d'années, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça faisait une petite dizaine d'années qu'elle était un petit peu en sommeil. Alors pas complètement en sommeil, et grâce à quelques-uns, grâce au président, à mes présidents précédents, et à quelques-uns qui sont sûrement dans la salle, les examens ont pu continuer et perdurer, et c'est grâce à eux, donc je les en remercie, et vous pouvez les applaudir parce que CTM, BTM, c'est quand même beaucoup de travail tous les ans. Mais sur le plan propre du syndicat professionnel et de l'organisation professionnelle de la maréchalerie, c'était en sommeil complet. Donc, ce qu'on a fait à plusieurs, et ça n'a pas été forcément facile tout de suite, mais on a réussi à faire adhérer plusieurs personnes. On a décidé d'essayer de relancer le syndicat. Ce qu'on a réussi à faire,
Et surtout, on a remis les choses dans le bon axe, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'UFM était bien défini avec des règles, et ces règles-là, malheureusement, elles n'étaient pas respectées depuis très 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 longtemps. Donc moi, aujourd'hui, je suis sur l'estrade à la lumière, mais je suis que le porte-parole. J'ai beau être président, je suis que le porte-parole. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout le monde ait ça en tête. Je suis le président, mais je ne prends aucune décision. Et je ne peux prendre aucune décision. C'est-à-dire que l'UFM fonctionne avec un comité directeur. Le comité directeur, il est fait de tous les représentants régionaux de l'UFM. Et toutes les décisions sont prises par le comité directeur. C'est-à-dire que si l'UFM décide d'aller à droite ou à gauche, c'est le comité directeur qui prend la décision. Ce n'est pas ni le président, ni le trésorier, c'est le comité directeur. Donc c'est toujours des décisions collégiales. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et c'était inscrit dans les statuts, et ça aurait dû fonctionner comme ça depuis toutes ces années. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par le syndicalisme professionnel, par votre métier, si vous avez envie de faire avancer les choses, eh ben, rejoignez-nous, adhérez. On a mis en place un certain nombre de commissions, plein de commissions, communication, formation, examen, compétition, etc., etc., pour pouvoir faire avancer notre métier. Comme le disait mon camarade dentiste équin ou technicien dentaire, on ne pourra pas être écouté correctement si on n'est pas unis. Et pour être unis, il faut que tout le monde adhère, en tout cas le plus grand nombre. Donc j'étais assez satisfait d'entendre ce que disait Lucille tout à l'heure. Donc 73% des maréchaux, en tout cas ceux qui ont répondu au questionnaire, sont favorables à un ordre qui dit à une cotisation. Alors le seul bémol, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas 73% des adhérents à l'UFM, et pourtant la cotisation, elle est moins importante. On nous a fait part que la cotisation était un petit peu chère, donc on a fait un effort, on a essayé de trouver une solution, donc on l'a baissé de pas grand-chose, mais un petit peu, donc de 20 €. L'adhésion pour les professionnels installés depuis plus de 3 ans sera à 240 €. Ça vous fait 20 € par mois. C'est même pas la moitié d'un parage. Si chaque maréchal n'est pas capable d'offrir la moitié d'un parage à son syndicat professionnel pour être représenté et défendu, bah, ça me rend triste. Vraiment. J'étais aussi super satisfait de ce que nous a dit Lucille, parce que toutes ces idées, toutes ces choses qu'elle a dit, qui étaient attendues par les maréchaux ferrants, ben, j'ai envie de vous dire, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place à l'UFM. Mais c'est pas vous mentir. Hein. C'est-à-dire, toutes les idées que Lucille a énoncées, pour ceux qui sont à l'UFM, adhérents ou représentants régionaux, levez la main là pour ceux qui sont dans la salle, parce qu'il y en a plusieurs, voilà. Ils pourront vous le dire, c'est ce qu'on est en train de mettre en place à l'UFM. Donc, il n'y a plus qu'à ce que vous adhériez et qu'on avance. Vraiment tous ensemble. Par exemple, là, il y a une dizaine de jours, j'ai réussi à obtenir des rendez-vous très importants. J'ai été invité par le sénateur Jean-Pierre Vogel, sénateur de la Sarthe, qui est président du comité cheval au Sénat, pour parler de tout. J'ai essayé d'être le plus large possible de toutes nos problématiques. Donc j'ai vu le sénateur Vogel le matin et j'ai vu la députée Géraldine Bagné le midi, qui, elle, est aussi présidente de la commission cheval à l'Assemblée nationale. Je vais vous donner juste les grands titres des sujets que j'ai abordés avec eux. Ils ne m'ont pas donné de réponse, c'était un premier rendez-vous. Ils ont pris note, on leur a envoyé un courrier et j'espère que ça pourra déboucher sur d'autres rendez-vous.
Le point numéro 1 que j'ai abordé avec eux, c'est l'apparition et le développement de la podologie. Donc on a une première étape, mais ce n'est pas fini, donc il faut continuer à travailler sur le sujet. Le deuxième point qui me semble vraiment très important, c'est la formation. Comment on va faire évoluer nos diplômes et comment on va faire pour que la maréchalerie française puisse augmenter le niveau pour le bien-être des jeunes qui sortent d'école et qui puissent s'installer correctement et être rentables et gagner leur vie, mais aussi pour les chevaux. Parce que la podologie s'est développée, mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est aussi parce qu'il y a un grand nombre de jeunes maréchaux qui sortent des écoles, qui ne sont pas compétents, et ça fait du n'importe quoi, ça casse les marchés, les tarifs, etc. Et forcément, y a des gens qui se sont dit, là, c'est nul à chier, donc moi, je vais faire de la podologie. Voilà, c'est la vérité. Si on arrive à se remettre en question et à augmenter le niveau de nos formations, et avoir réellement des gamins employables à la sortie, on aura moins de problèmes. Le troisième point, et c'est en lien avec ça, j'ai parlé de la réglementation du diplôme à l'installation. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à peut-être switcher, enlever le CAP et mettre le CTM ou mettre le BTM. En tout cas, la question est ouverte et ça sera un travail sur le long terme. J'ai abordé également la problématique de la double affiliation. Pour ceux qui ont des employés, vous connaissez cette difficulté. Vous payez vos cotisations sociales de vos employés à la MSA et vous les payez à l'URSSAF. Voilà, on n'est pas dans la simplification. J'ai abordé le sujet de la pénibilité. Voilà, il y a plein de choses. Il y a les exosquelettes qui pourraient éventuellement être pris en charge partiellement par la CPAM ou les mutuelles. Voilà. La retraite, est-ce que, vu que notre métier est véritablement pénible, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à avoir des choses par rapport à la retraite? Et enfin, j'ai abordé aussi la féminisation du métier, puisque dans les écoles, on a des promotions qui sont entièrement féminines, donc c'est aussi un sujet. Donc, au niveau des... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un comité directeur, donc il y a plusieurs régions. Vous avez des responsables régionaux dans toutes les régions. Ce matin, on a même, et je le vois là-bas, merci beaucoup, un Corse qui est venu et qui s'est proposé pour être représentant régional pour la Corse. Il a fait le déplacement jusqu'à nous, donc on peut le remercier et en plus, il adhère à l'UFM. Les actions concrètes, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré des députés sénateurs. On a envoyé des questionnaires sur la formation du CAPA à tous les profs de toutes les écoles. Là, le suivi de l'affaire juridique, je vous en ai parlé. On a aussi modifié et approuvé de nouveaux statuts. On a vérifié les comptes de l'UFM puisque ça faisait X années qu'on n'avait pas eu accès aux comptes. Donc certains se posaient des questions. On a eu accès aux comptes et il n'y a aucune malfaçon. Il y a juste un manque de suivi. Donc par exemple, on payait un abonnement téléphonique et Internet depuis plus de 10 ans pour rien. Donc là, on l'a arrêté. On a fait des courriers d'alerte aux financeurs FAFCA puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait des formations de podologie qui étaient prises en charge par le FAFCA et grâce au réseau des CMA, et j'ai pu avoir un contact avec le président du FAFCA qui a fait modifier, donc dorénavant, dès qu'il y aura un stage qui touche à la maréchalerie, il faudra présenter dans le dossier son diplôme de maréchal ferrant. Et puis comme depuis toujours, le suivi et la préparation des examens. Et puis l'ouverture aux membres sympathisants, c'était le cas, mais du coup on l'a quand même élargi pour que tous les gens qui s'intéressent à la maréchalerie puissent intégrer l'UFM.
Merci Jimmy. Donc effectivement, pour une précision, ne peuvent adhérer officiellement que les chefs d'entreprise, mais par contre, il y a une ouverture aux membres sympathisants. Exactement. C'est-à-dire que l'adhésion pour les membres sympathisants, apprentis, salariés, formateurs ou même autres, hein, des fournisseurs, c'est moitié prix et par contre, ils n'ont pas le droit de vote au niveau des AG. Mais du coup, en adhérant, ils auront toutes les informations qui sortiront de l'UFM. Merci beaucoup. Donc on voit que effectivement, il y a du pain sur la planche, qu'il va falloir effectivement avoir une organisation professionnelle déjà très forte avant d'envisager de créer un ordre. Donc Je vais juste terminer, là, je vois la dernière slide, c'est important de le dire. On a voté en AG l'adhésion de l'UFN à la CNAMS. La CNAMS, c'est la Confédération nationale des artisans des métiers de service. Donc c'est un syndicat professionnel qui englobe tous les métiers de service, les coiffeurs, voilà, et qui, eux, sont bien mieux représentés au niveau national. Et surtout, ça va nous éviter de faire un travail gigantesque sur tout ce qui est administratif, fiscal, etc. Toutes les informations, toutes les modifications administratives, fiscales, législatives, elles nous viendront directement grâce à cette adhésion et tous les adhérents de l'UFM auront toutes ces informations-là en temps réel. On va remettre en place un site internet, la newsletter c'est en cours et voilà. Donc voilà, Lucille nous a préparé une petite conclusion. Tu veux en parler ou je le fais? Allez, vas-y. Lucille. Donc pour conclure, ce qu'on constate, c'est qu'on a un métier passionné, exigeant et en pleine mutation, un syndicat professionnel qui retrouve souffle et légitimité, une envie commune de structurer et de faire entendre et faire respecter votre savoir-faire. Et juridiquement, la création d'un ordre est un chantier complexe, mais pas impossible. Du coup, ordre ou pas ordre, faut-il aller jusqu'à créer un ordre ou renforcer ce qui existe déjà? Et jusqu'où voulez-vous structurer votre profession? Tout est dit. Pour ceux qui ne sont pas adhérents et qui voudraient adhérer, on a un petit moment de convivialité donc ce soir sur le stand de Refaire et demain midi sur un autre stand. Voilà, on offre un petit verre et on aura les bulletins d'adhésion pour vous inscrire. Donc le principe d'une table ronde, c'est forcément de répondre à des questions. Donc dans la salle, vous avez des jeunes maréchaux, apprentis qui sont là. Donc je vais demander par contre à la personne qui veut poser une question de se lever et se présenter. Donc à vos questions. J'imagine qu'il y en a, elles sont nombreuses. Oui, au milieu. Merci pour votre présentation et puis l'éclairage que vous amenez à toute cette situation. Je voudrais réitérer les propos qu'on avait pu avoir sur le podcast de Lucille, et d'ailleurs je te remercie de nous donner la parole, avec selon moi la nécessité du coup, en vue de la situation actuelle justement avec les pareurs, de former et d'unifier ces personnes sous le même métier. Anne-Charlotte en a parlé et on se rejoint dans les idées. Je pense que ça va être une vraie nécessité que de reconsidérer les diplômes qui nous régissent du début et même peut-être avec des niveaux supérieurs pour pouvoir permettre à notre beau métier de s'élever vers le haut et d'avoir une pérennité qui dure. Tout à fait. Merci. Une autre question? Une remarque? Comme vous voulez. Un message? Un message. Oui, bonjour, merci à tous les intervenants, c'était très intéressant. Petite question pour Lucille, en termes de graphique, combien il y avait de répondants par rapport au pourcentage? Juste histoire de... À peu près 250. D'accord, ok. Ah. Une question à droite.
Bonjour, donc Geoffroy Blanchot, moi je suis le président du collectif des ostéopathes animaliers, coprésident, avec ma coprésidente Pauline ici. Et du coup, je tenais à saluer cette table ronde qui tombe à point nommé, puisqu'au niveau, au niveau national, on se retrouve avec les mêmes problématiques à peu près dans les mêmes moments. Il se trouve que nous aussi, nous avons eu à créer, à se fédérer entre ostéos il y a 4-5 ans. On a modifié exactement comme vous nos statuts pour devenir un syndicat depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc je tiens à saluer votre initiative et j'espère qu'on pourra travailler ensemble parce que nous avons des problématiques communes sur tous les sujets, que ce soit formation, fédération ou structuration. Donc bravo à vous. Merci. Nous prenons. Merci. D'autres questions, remarques, suggestions? À droite, à gauche. Bonjour. Donc, Florent Rousseau, maréchal sur la Sarthe. Et Stéphane, peut-être j'aurais une question. Est-ce qu'on pourrait espérer un diplôme unique donnant le droit de s'installer ou d'exercer, mais un diplôme unique comme les vétérinaires? Ça donne un diplôme unique à valider en 6 ans. C'est bien ça? Oui, les écoles, là, actuellement, ça se fait en 6 ans maintenant, oui. Donc alors, a été posé, je vais peut-être laisser répondre Jimmy, mais je peux répondre moi-même. En ce moment, on n'est pas du tout dans le, comment dire, notre souhait, ce serait éventuellement d'avoir le BTM à l'installation. Mais actuellement, ça ne va pas du tout être dans l'ordre du jour, puisque la loi liberté d'entreprendre va plutôt pousser à laisser les gens avec le premier diplôme s'installer. Donc, mais par contre, un diplôme unique, ça voudrait dire peut-être un mixte entre les deux. Ça ne va pas être évident. Je ne sais pas ce que Jimmy a comme avis là-dessus. Moi, je pense que ce n'est pas tenable un diplôme unique, puisque on n'a pas le même, on a différents publics. C'est-à-dire que qui dit un diplôme unique voudrait dire automatiquement remonter le niveau très très haut tout de suite, puisque il existe le BTM. Et si tu veux un diplôme unique, il faudrait être un tout petit peu en dessous du BTM et beaucoup plus haut que le CAP. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas fermer la porte à des jeunes sortis de 3e à rentrer dans le métier de maréchal ferrant pour éventuellement devenir juste employé, tu vois. On parle d'actes de soins. Et la formation concrète pour le maréchal ferrant, c'est le CAP ou le CTM avec la jonction du BTM. Oui. Donc, pour moi, je pense que pour pouvoir bien exercer le métier, peu importe la fonction derrière, que ce soit une installation ou d'être ouvrier, le BTM est indispensable. Et on parle de tous ces podologues, les pareurs, mais ils ne sont pas dérangeants, ces gens-là. En fin de compte, c'est les professionnels qui manquent de compétences qui font défaut. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut qu'on réaugmente un petit peu le niveau du CAP, qu'on réaugmente un petit peu le niveau du CTM et du BTM pour pouvoir permettre à tous les publics de rentrer en maréchalerie à différents postes. Et en plus, de toute façon, au niveau national, les pouvoirs publics, jamais ils iront sur cette voie-là, hein, sur un diplôme unique. Enfin, pour moi, ça passera jamais. Enfin, ça fermerait les portes à trop de jeunes. Ouais, c'est ça. Merci pour le retour. Question au milieu. Oh, 4 questions. Bonjour. Je me présente, Madame Chaptal, je suis enseignante formatrice dans une école de maréchalerie. Alors moi, je vais rebondir sur une petite chose que j'ai pu entendre sur il faut augmenter les niveaux en CAPA, en BTM. Alors j'entends. Quand vous finissez une section de CAPA à 45% de réussite, on va nous dire « Ah là là, c'est pas bien ». Parce que c'est pas vendeur pour une école, c'est que vous avez mal formé vos élèves, c'est que c'était pas terrible. Quand vous finissez une année de CAPA à 100% de réussite, on va nous dire, vous leur avez donné le diplôme, c'est pas bien, vous n'avez pas bien formé vos élèves.
Je pense que, attention, dans la formation, il faut prendre en compte aussi que messieurs, mesdames, maréchaux, ferrants, formateurs, maîtres d'apprentissage que vous êtes, la formation, elle passe aussi par vous. BTM, parlons-en du BTM. Je trouve que c'est un diplôme exceptionnel. Je me surprends un peu de l'évolution, du déroulé de ce diplôme, du passage des examens, de l'organisation, des sujets, des corrections, depuis quelques années. Je pense faire partie des représentants d'établissements qui se déplacent chaque année. Choix de sujet, correction. Pour autant, je suis désolée, mais les choses, elles n'évoluent pas. Pourtant, c'est un diplôme Chambre des métiers. Alors que ça soit ministère de l'Agriculture CAPA, que ça soit Chambre des métiers, je vous entends tous, hein. Mais pardonnez-moi, hein, à un moment donné, ça ne va jamais. Pas assez de réussite, trop de réussite, c'est trop dur, c'est pas assez dur. Il y a trop d'admis, il n'y a pas assez d'admis, c'est pas vendeur, c'est trop vendeur. Trop de mentions, pas assez de mentions, trop de fer forgé, pas le reflet du métier. Moi, je vous attends. Eh ben, c'est bien pour ça. Alors, l'UFM a redémarré réellement. L'UFM a redémarré au mois d'avril. Donc, il y a moins d'1 an. L'objectif, c'est de travailler tous ensemble pour mettre les choses à plat. Je te rejoins, je suis d'accord avec toi, sur l'organisation, sur les exigences, parce que tu me parles 45% c'est pas bien et 100% c'est pas bien. C'est pas les mêmes personnes qui te disent les deux choses, hein. Il y a d'un côté les ministères qui aimeraient effectivement avoir 100% de réussite, et je pense la profession qui, elle, préfère avoir des gens compétents à la sortie des écoles. Je crois que là-dessus, on est d'accord. Mais on a un travail à engager tous ensemble sur la formation. Je vous invite à adhérer à l'UFM et à participer à la commission formation pour pouvoir aller dans le bon sens. Je ne vais pas monopoliser le débat. Des gens compétents, j'entends bien. Mettez-vous tous d'accord sur ce que c'est que des gens compétents d'abord. Et là, il n'y en a pas un qui est d'accord avec son voisin. Effectivement, au point de vue de la formation, notamment du CAPA, c'est vraiment très... les différences sont vraiment énormes d'une école à l'autre, parce que d'un côté, le ministère effectivement donne de la liberté aux écoles, c'est-à-dire que les écoles peuvent facilement durcir l'examen, mais ils peuvent facilement aussi le réduire. Et aussi la modalité d'obtention de l'examen. Je ne vais pas rentrer, mais il y a deux modalités, CCF, donc contrôle continu de formation, ou UC. Donc le CCF, vous avez des notes au fur et à mesure de l'année, et puis il faut une moyenne générale supérieure à 10. Alors que les UC, c'est complètement différent. En CAPA, vous avez 7 UC. Juliette, tu me reprends si je me trompe. Et tous les UC doivent être validés pour avoir l'examen. Dans notre 47%, plus de 40% ont manqué l'UC de gestion. Donc, ils ne sont pas diplômés parce qu'ils ont manqué la gestion. Mais s'il avait loupé le parage, il n'aurait pas eu non plus. Donc, les UC sont plus durs, donc, parce qu'il faut valider tous les UC. Si ce jeune redouble et ne revalide pas cet UC, il ne peut pas redoubler. C'est terminé pour lui. Il ne pourra pas accéder à un BTM. Donc, je voulais préciser ça. Donc, effectivement, on a un gros travail de formation, d'uniformisation de la formation. Et je pense que cette table ronde, elle est géniale parce que tout le monde a la parole. On est là pour ça. Et aujourd'hui, on n'allait pas vous vendre un ordre, mais on allait en parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait d'autres questions. Allô. Oui. Par là.
Moi, je reviens sur le diplôme unique. Vous pouvez vous présenter? Oui, Gabrielle Dumont, maréchal Ferrand. Merci. Et donc, je revenais sur le diplôme unique. Comment est-ce que vous serait possible de créer un ordre sans diplôme unique par rapport à d'autres professions, avocats, vétérinaires ou autres, n'ont pas plusieurs diplômes. Ils ont un diplôme. Il y a un seul et unique diplôme d'avocat. Comment est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs diplômes de maréchal Ferrand? Comment pourrait-on faire évoluer la profession vers une vraie reconnaissance et plus de respect s'il y a plusieurs diplômes différents? Je ne sais pas. Encore une fois, je pense en organisant tout ça et en rendant uniforme dans toutes les écoles qui existent le diplôme, qui soit le même, quel que soit l'endroit où vous passez le diplôme. Si par exemple on dit qu'après un CAP on n'a pas le droit de s'installer mais que c'est la même chose dans toutes les écoles, ça ne posera pas de problème pour l'ordre des maréchaux. Je pense. Là pour l'instant effectivement c'est un travail, hein. On n'a pas encore toutes les réponses, c'était vraiment le début qui est venu d'une idée, d'un travail, c'est pour ça qu'on a réuni des gens pour en parler. Oui, au fond. Bonjour, Antoine Ferré, maréchal Ferrand. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez pensé à une formation pour les formateurs? Je vais laisser répondre Jimmy, oui. Moi, je peux te répondre que sur le CTM et le BTM, puisque l'UFM gère le CTM et le BTM. Dans le cahier des charges du CTM, pour toutes les nouvelles écoles qui vont ouvrir en CTM, les formateurs devront faire l'épreuve du CTM encadré par un meilleur ouvrier de France. C'est nouveau, ça a été décidé là. Donc, concernant le CTM et le BTM, il y aura un contrôle des professeurs sous ce cadre-là. Au niveau du CAP, c'est pas l'UFM qui gère, c'est le ministère de l'Agriculture, donc je ne peux pas te répondre. Eh bien, merci Antoine pour cette excellente question. Donc, je suis moi-même formateur dans un lycée agricole à Contamine et je voulais avoir votre point de vue sur les formations adultes, s'il vous plaît. Par là, j'entends qu'on forme du coup des maréchaux qui vont obtenir leur diplôme. On parle de soins prodigués aux équidés et en fait, on distribue des formations adultes vendeuses, en fait, qui sont vendeuses et où les jeunes sont formés où des jeunes adultes sont par exemple formés en moins d'une année. Alors qu'on sait très bien, on sait tous dans cette salle que le métier, c'est un métier qui se travaille avec le temps. On ne devient pas maréchal Ferrand en 8 mois, c'est absolument impossible. J'aurais aimé avoir votre sujet à ce propos, les formations adultes. Alors, CTM et BTM, aujourd'hui, il n'y a pas de formation adulte pour le CTM et le BTM. C'est que par voie d'apprentissage. Maintenant, pour le CAP, je ne peux pas te répondre, ce n'est pas l'UFM qui gère malheureusement. Pour les formations adultes, effectivement, ça existe dans toutes les professions, c'est financé, donc évidemment les financeurs veuillent eux-mêmes pas payer trop, donc forcément c'est en général à peu près une année. On sait très bien que effectivement c'est très court, ça dépend énormément du maître de stage. Il passe en général effectivement à peu près la moitié du temps à l'école, la moitié en stage. Depuis plusieurs années, dans certaines écoles, des jeunes adultes continuent sur un BTM. Maintenant, vous savez que le BTM est accessible jusqu'à 30 ans et on a beaucoup de dérogations. L'année dernière, nous avons un jeune adulte de 40 ans qui était en formation. Voilà. Donc, c'est quand même assez facile. Ça leur donne au moins la possibilité de continuer en BTM. Mais c'est une question. C'est une question, mais effectivement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces groupes, suivant leur situation professionnelle antérieure, vous avez des gens qui vont payer entièrement leur formation et n'avoir aucune rémunération. Et contrairement à certains des gens qui ont des droits, qui vont avoir touché leur salaire et leur formation va être entièrement financée. Donc, dans la même classe,
dans le même groupe, vous avez des gens avec des situations financières par rapport au métier très différentes. Ça, c'est pareil, vous le saviez peut-être pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Oui, je voulais revenir. Moi, c'est Alexis Coudercher, je suis maréchal Ferrancy. Je trouve qu'à vous entendre, on a l'impression qu'il faut blâmer un peu les jeunes. Mais sur le métier, je pense que... Alors, je ne critique pas, je suis personne. Sauf qu'on fait une fixette sur les jeunes qui sortent de formation, mais je pense que nos aînés qui ont plusieurs années d'expérience, je parle en dizaines ou en vingtaine d'expériences, qui ont du coup une ancienne méthode, je trouve qu'on n'en parle pas assez et on ne parle pas assez de la formation de ces personnes-là. Alors que nous, par exemple, je suis sorti il y a 2 ans du BTM, donc j'ai fait mes 5 ans ou mes 6 ans d'études, ça. Donc pour moi, je suis le reflet de mes patrons. Donc j'ai appris une méthode qui sont voilà, de mes patrons sur les chevaux de sport. Et je trouve qu'on blâme un peu les jeunes super facilement. Alors que des fois, je trouve qu'il y a des personnes qui ont 15, 30 ans d'années qui ne se remettent pas forcément en cause. Voilà, c'est la remise en cause. Ce n'est pas parce qu'on a 2 ans d'expérience ou qu'on a 10 ans ou 30 ans. Je trouve on nous blâme, alors qu'on a peut-être fait plus de formations en 2 ans, ou je parle pour moi, que plus des personnes en 30 ans. Donc je trouve dans votre façon de faire, de parler des jeunes, je pense qu'il faut qu'on regarde nos aînés aussi. Et nous, on vient juste d'arriver, mais sauf que les podologues, ils sont déjà là, alors que c'était vous avant. Je comprends ton... Je comprends ta remarque. Je comprends ta remarque et je suis totalement d'accord avec toi. La seule difficulté, c'est que nous, organisation professionnelle, on a pour objectif de regarder devant. Et malheureusement, on n'a aucun levier sur les vieux maréchaux qui font comme il y a 50 ans, qui ne veulent pas changer ni se former. On n'a aucun levier sur ces gens-là pour pouvoir Il existe des formations continues, des stages. Denis Leveillard a fait des stages, il y en a d'autres, des meilleurs ouvriers de France qui proposent des stages de perfectionnement. Si les anciens, comme tu dis, ils ne veulent pas y aller, on n'a aucun levier, on ne peut pas les forcer. Nous, organisation professionnelle, ces gens-là, ils vont à un moment donné s'arrêter de travailler. Nous, notre objectif, c'est que la jeunesse, vous, soyez bien formés pour que le niveau médian de la maréchalerie puisse augmenter plus le temps va avancer, en fait. Mais... Alors, non, des jeunes ou des vieux, hein. Ouais, non, des jeunes et des vieux aussi, hein. Des vieux aussi, tu as raison. Alors, juste, Grégory Chartier, juste pour rebondir sur la formation adulte. La formation adulte, sauf erreur de ma part, elle est obligatoire. Et, dans toutes les formations, donc en pâtisserie, vous avez un CAP adulte, en boulangerie, en boucherie. Donc, par rapport à l'État français, il doit ouvrir ses formations à n'importe qui. C'est une obligation. Donc, effectivement, on l'a subi en tant que professionnel, mais ça peut donner des exemples qu'on peut avoir des professionnels qui sont très compétents, qui intègrent un BTM après un CAPA. Effectivement, c'est extrêmement compliqué, mais s'ils sont très motivés, il n'y a rien d'impossible. Voilà. Ouais, on a plusieurs exemples de gens qui ont fait des formations adultes, CAP, qui ont embrayé sur un BTM, qui ont obtenu leur BTM. Hein, ça existe. C'est le diplôme qui fait foi, il passe le même diplôme malgré tout. Hein. Alors encore 3... Moi j'ai le micro. Qui c'est qui a dit ça? C'est celui qui a le micro qui parle. J'en ai un aussi. Bonjour. Eh ben, c'est moi. On vous voit pas. Bonjour, Luna Tailleur, maréchal Ferrand.
Dans ce cas-là, on parle des formateurs au niveau des apprentis. Pourquoi pas faire comme en Suisse, où du coup, ils ont une formation obligatoire à avoir pour avoir un apprenti. Et ceux qui ne la passent pas ont leur entreprise, mais sans pouvoir former des jeunes. Effectivement, le jeune, il y a essentiellement de l'apprentissage en maréchalerie, il passe 75% d'entreprise. Les 25% qu'il passe à l'école, il doit forger. Souvent, il n'y a pas de forge en entreprise, on contrôle au niveau de la ferrure, mais aussi toutes les matières générales. Donc, effectivement, on pourrait se poser la question si on va aussi contrôler le maître d'apprentissage, bien sûr. Ouais, c'est une excellente idée, c'est une idée qui germe déjà depuis longtemps. Le souci qu'on a, c'est que c'est une bonne idée, mais en face, on a une grosse difficulté. C'est-à-dire que si on met ça en place, on risque de perdre un grand nombre de maîtres d'apprentissage, et du coup, les jeunes ne trouveront plus de patron. En tout cas, beaucoup moins facilement. C'est déjà compliqué pour certains. Ça veut dire que ça risque de disqualifier un grand nombre d'artisans qui veulent prendre un apprenti. Et ça va mettre en difficulté et les écoles et les étudiants. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu, en fait. Alors, on va parler avec un micro et en se présentant. Merci, monsieur. Qu'on lui donne un micro. Baptiste Delille, maréchal feignant. Ce que tu es en train de dire là, ça veut dire qu'en fait, tu voudrais, au détriment de la qualité de notre travail et au contraire, à l'abord du diplôme, qu'il y ait plus de gens qui puissent trouver des patrons, même si c'est moins bon, qu'ils puissent en trouver. Alors non, moi je veux pas ça, moi. Mais c'est ce que tu viens de dire, pourtant. Non, moi je veux rien. Non, mais parce que c'est... J'ai soulevé la problématique. J'ai soulevé la problématique en face de cette idée. C'est-à-dire, la jeune femme nous dit qu'il faudrait qu'on contrôle les maîtres d'apprentissage. Je dis l'idée est bonne. Maintenant, pratico-pratique, si on devait le mettre en place, je pense qu'il y a un grand nombre de patrons qui ne prendraient pas d'apprentis parce qu'ils n'auraient pas envie de se faire oui, mais contrôler. pourtant, je pense que c'est l'ingrédient clé en fait, de tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Alors, on va blâmer les podologues, on va blâmer les écoles, on va blâmer les formateurs des écoles. Mais à côté de ça, Stéphane l'a redit, 75% du temps, on est en entreprise. Aujourd'hui, on est avec des élèves qui vont en entreprise, qui ont 15-16 ans, qui se tapent une centaine de parages par jour sur des boutiques dont je tairai le nom, où les mecs, ils vont même pas ferrer. Donc on n'est même pas sur l'abord de l'examen, puisque de toute façon, au CAP, on ne nous demande pas de faire ça. On nous demande de ferrer un cheval, de le parer et de forger des fers. Aujourd'hui, le problème, moi je pense qu'il est bien plus général, c'est qu'il vient de là en fait. Tous les podologues, on leur a tapé sur les doigts en disant les podologues c'est pas bien, ils sont podologues, ce qu'ils font c'est pas bien, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien. Je suis d'accord, votre combat il est légitime, mais sauf qu'en attendant, ces gens-là, ils sont pas arrivés là pour rien non plus. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, Baptiste. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça. Oui, mais tu es en train de dire. Aujourd'hui, le gros problème pour moi, c'est pas la formation, c'est pas l'examen, c'est les maîtres d'apprentissage aujourd'hui. Merci. On va prendre 2 questions, parce qu'on est limité évidemment dans le temps. On pourrait rester, je pense, beaucoup plus de temps que ça. 2 dernières questions. Bonjour, Flore d'Alberto, maréchal Ferrand. Je voudrais remercier l'apprenti qui a commencé cette petite réunion, qui m'a permis de soulever une autre question vis-à-vis de la suite des formations, notamment et éventuellement axée autour de la recherche. Les Anglais ont accès à des diplômes jusqu'au doctorat. Qu'en est-il de la France? Et ça serait peut-être aussi un moyen de révéler les compétences que la France a dans ce domaine et de prouver aussi qu'on est capable d'innover et que la recherche est aussi le centre de notre métier. Merci. Je crois que les compagnons du devoir ont un projet de ce niveau-là avec un bac+2, mais je ne sais pas du tout à quel point ils en sont. Pierre Grandin de l'école de maréchalerie avait travaillé sur un diplôme supérieur au BTM. C'était juste un travail. Bien sûr qu'on peut se poser la question. C'est toujours d'actualité. Pierre Paris pense effectivement essayer de monter un examen qui est du niveau du BTS. Donc voilà, pour la maréchalerie.
Il y a du travail, Oui. il y en a encore beaucoup. Je pense qu'effectivement, ces discussions ont été très importantes pour tout le monde, pour le métier. Et donc, je pense que on va conclure là-dessus et on vous remercie tous. Une dernière, donc. Oui, Cécile Nizou, maréchal Ferrand, j'ai aussi fait partie de l'UFM il y a plusieurs années, pendant plusieurs années également. Et là, j'entends tout ce que vous reprochez, tous les questionnements que vous avez, toutes les peurs. Nous, on est plutôt sur notre fin de vie de maréchalerie. Mais je m'inquiète aussi beaucoup pour l'avenir et l'avenir des jeunes et comment se structure la profession. Et je suis très contente que l'UFM soit reprise pour s'actionner à nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et toutes ces choses-là, on y a pensé depuis longtemps. Sur la formation, par exemple, des anciens maréchaux. Lionel Bertin, qui est présent ici, avait fait avec l'UFM, on avait mis au point un label professionnel qui permettait de vérifier que les gens étaient bien diplômés. Pour obtenir le label, il fallait être diplômé, assuré. Et puis, il fallait faire une formation tous les 2 ans. Et ce qui permettait à tout le monde, aux personnes qui voulaient avoir de ce label professionnel, de faire une formation continue, les jeunes et les moins jeunes, et de se retrouver et de se réunir et de pouvoir voir quelles étaient les nouvelles techniques, les nouveaux clous. Voilà, donc ça, c'était des choses qui avaient été mises en chantier. On avait fait plein d'autres choses encore, et tout ce que vous dites là, eh ben, effectivement, ça a été pensé. Mais il ne faut pas oublier que les gens de l'UFM, les gens qui ont envie de faire des choses, ils travaillent et qu'on a besoin de moyens financiers, de moyens en temps, et du temps, on n'en a pas beaucoup. Et sur le nombre de maréchaux ferrants, on a à peu près 3500 en France. Là, actuellement, il y a 80 maréchaux qui sont adhérents à l'UFM. Alors moi, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Tout le monde critique, tout le monde parle, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et pour y avoir été et pour avoir énormément œuvré, je ne suis pas la seule, pour avoir énormément œuvré, tous les gens qui font du travail bénévole, eh ben, la moindre des choses, c'est au moins que tout le monde prenne son adhésion pour que ça rentre dans le domaine du possible, c'est-à-dire que toutes les idées que tout le monde a et qui puissent être partagées puissent aussi exister, parce qu'on va on va pouvoir payer une secrétaire qui va nous aider et faire avancer les dossiers, parce qu'on va pouvoir payer quelqu'un à la communication qui va pouvoir faire un site internet, parce qu'on va pouvoir mettre en place un pôle compétition avec un site qui lui est propre, parce qu'on va pouvoir travailler sur les apprentis, sur l'école, sur la formation continue. Et tout ça, c'est rendu possible que si tout le monde participe, donne ses idées, mais surtout ses cotisations et adhère pour que l'UFM ait du poids. Voilà. Et ça, actuellement, c'est pas fait. Et ça va pas. Merci Cécile. Donc voilà. Merci Cécile. Donc du coup, la toute dernière maintenant, il n'y en aura pas d'autres, à droite. Et juste moi en attendant, pour rebondir sur ce que tu disais, et le fait de blâmer les jeunes et la formation des vieux, en tant que vétérinaire, on est forcé à avoir une formation continue. On doit se former toute notre carrière. C'est une obligation. Ça pourrait être la même chose pour vous ? Bah, justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis Cassandre Florent, je suis maréchal Ferrand et je suis aussi technicien dentaire équin. Et justement, je pensais à Thomas Gamblo, il aurait pu intervenir pour dire que nous, les dentistes, enfin les techniciens dentaires équins, excusez-moi, sont obligés, pour maintenir notre conventionnement avec les vétérinaires, de faire de la formation continue. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de le mettre en place aussi pour les maréchaux, ce qui permettrait que les patrons soient toujours au niveau. C'est la critique qui a été faite tout à l'heure. Et ça permettrait de maintenir une profession à bon niveau. Et des jeunes qui seraient sortis, qui manqueraient de niveau, permettrait de progresser aussi, quoi. Donc je pense que ça peut être une piste. Oui. Merci beaucoup. La conclusion, effectivement, c'est que on a la chance qu'il existe un diplôme, on a la chance qu'il existe une union professionnelle. Tout le monde a la possibilité d'adhérer. Le minimum, on va dire, adhérer. Évidemment, si on a un peu plus de temps,
On peut aussi être dans le bureau, être dans les commissions. Et je pense qu'effectivement, si on est très très fort, il y a des possibilités qui vont être vraiment importantes. Donc l'avenir est bon et il y a aussi, comme il faut le rappeler, qu'il y a des très 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 bons jeunes et c'est eux l'avenir, c'est pas nous. Hein. C'est pas nous les vieux, l'avenir c'est les jeunes. Ouais. Merci. Merci.